Yeah. Yeah. Bon, on est parti, mon Denis? Ah oui, je te suis. Allez, 3, 2, 1. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir sur un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Mais vous allez voir, aujourd'hui, je suis vraiment très, très heureux parce que la personne avec qui je vais enregistrer, mine de rien, ça fait quand même quelques années qu'on se connaît et ça nous rajeunit pas. Il était un des tout premiers invités que j'ai eu sur un de mes tout premiers podcasts qui à l'époque s'appelait Nip Sport. Ça remonte à 2014, on est en 2026, donc ça fait déjà 12 ans que par micro interposé, on s'amusait à faire les cons. Oui, littéralement faire les cons. Et j'utilise ce terme parce qu'on arrivait à être sérieux tout en déconnant beaucoup. Je me rappelle très bien, c'était l'épisode 21 de Nip Sport où on n'arrivait même plus à parler avec mon co-animateur tellement on racontait des bêtises avec notre invité que je reçois aujourd'hui pour la première fois sur le podcast Devenir triathlète. Je suis très heureux de tendre le micro au docteur Denis Boucher. Hermano, j'aimerais te dire en commençant que le Québec te salue ainsi que tous tes auditeurs. Merci, Denis. Alors oui, effectivement, vous l'aurez reconnu, l'accent de mon invité n'est pas l'accent de nos contrées normandes, bretonnes, où j'ai pas mal invité de monde en ce moment. C'est plutôt très, très à l'ouest et un peu plus sonore, puisque Denis Boucher, le docteur Denis Boucher, le seul et unique, il va nous faire son pitch, mais le seul Denis Boucher avec qui je parle est à Québec, n'est-ce pas, Denis? Oui, l'accent des vrais mâles, des mâles alpha Hermano est au Québec, c'est le mien, c'est comme ça que ça se passe. Donc, moi, j'ai toujours dit que les femmes qui veulent trouver un homme, un vrai, doivent venir au Québec. Peut-être à faire un saut à Luxembourg aussi, non? Oui, tu sembles bien te débrouiller, Hermano. Alors, le Luxembourg et le Québec. Ça va. Écoute, on fera un petit triangle. Denis, normalement, Oui. je laisse les invités se présenter pour en savoir plus sur eux, qui ils sont, etc. Mais venant de toi, j'aimerais que tu te présentes avec ta petite phrase habituelle. La seule phrase que j'ai jamais écoutée dans tes podcasts, parce qu'il faut le dire, ça fait 20 ans que tu fais du podcast et personne ne t'écoute jamais. C'est pour ça que ça fait 20 ans que tu répètes toujours la même chose. Non, mais plus sérieusement, tu peux nous faire ta petite phrase de présentation que... Mon nom n'est nul autre que le fantastique, le merveilleux, l'extraordinaire et le tout-puissant Denis Boucher. Et il est important pour vous de savoir à ce moment-ci que je suis le seul homme dans l'univers à pouvoir diffuser la divine parole d'exercice. Amen. Merci, mon cher docteur Denis Boucher. Hey, c'est pour toi, Hermano, ça fait des années que je n'ai pas fait cette introduction. Écoute, je la valide systématiquement et je te remercie d'avoir bien voulu la répéter pour nous, pour les auditeurs et pour moi. Plus sérieusement, Denis, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qui, comme tu le sais, n'est jamais défini sur le podcast Devenir triathlète, on ouvre un peu des portes et on digresse et malgré tout, on élabore sur des sujets autour du sport et en particulier de la santé et du sport. Mais avant tout ça, je te propose de te présenter. Donc, dis-nous tout, qui est le seul et l'unique docteur Denis Boucher? Et écoute, je suis un homme formé en physiologie de l'exercice. J'ai complété un doctorat au Québec en médecine expérimentale en 1999. J'ai fait mes études à ma base au baccalauréat au Québec. Là, je ne connais pas de votre côté là, comment ça fonctionne. Moi, j'ai étudié en sciences de l'activité physique. Je suis allé faire ma maîtrise ensuite et mon doctorat. J'étais basé ce qu'on appelait l'hôpital Laval, anciennement à Québec. C'est devenu l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. J'étais basé au laboratoire de physiologie de l'effort. Donc, j'ai fait mes études là, des analyses de métabolisme au repos et à l'effort. Quand j'ai terminé mon doctorat en 1999, avec un collègue, on a lancé une entreprise où on a vraiment acheté un qui était en 1999 le premier laboratoire de physiologie d'exercice portable. Donc, on était le premier au Canada à l'importer, mais dans les premiers au monde à acheter le laboratoire. Donc, on était capable de faire des tests en laboratoire, mais aussi d'aller au niveau professionnel pour tester au niveau du hockey, qui n'est pas votre sport national, mais au Québec, c'est un sport vraiment très important. C'est les Flyers de Philadelphie, qui était l'équipe de la Ligue nationale de hockey, une équipe de la Ligue nationale de hockey, donc des professionnels.
qui nous a mis, je te dirais, sur la map, là, sur la carte. Wow, c'est vraiment une entreprise extraordinaire ce qu'ils font. Par la suite, j'ai vendu parce que j'étais un très mauvais gestionnaire. Même si j'ai l'air très gentil comme ça à la radio, en podcast, je n'ai aucune pour les gens. Je t'explique. J'aime travailler, me tirer des problèmes. Et si tu arrives pour me voir, tu es mon employé, et tu veux me parler de ta vie, tu veux me parler de tes problèmes, je vais m'endormir devant toi. Ça va être, Hermano, ferme ta gueule, s'il vous plaît, va travailler. Tes problèmes, j'en ai rien à foutre. Mais tu comprends que dans une ère moderne comme la nôtre, ça ne fonctionne pas. Et donc, j'ai eu une entreprise de transition qui n'a pas très bien fonctionné, que j'ai fermée. Devenu consultant seul, moi-même, Denis Boucher, avec qui pouvait travailler à la journée longue. Et au fil des années, à force de travailler dans un laboratoire de physiologie de l'effort, j'ai fini par comprendre tous les algorithmes mathématiques de la physiologie. Et quand les biosenseurs sont arrivés, les Garmin de ce monde et tout ça, je suis le laboratoire. Je l'ai mis à la poubelle. J'ai de perte de poids. Je fais encore des tests de VO2 max. Je fais du suivi de clients. Mais tout ça se fait à distance parce que je suis capable de recevoir des données, de faire des analyses. Tout ça grâce aux algorithmes que j'ai pu utiliser, créer dans un environnement, dans un contexte de physiologie. Et j'en suis là aujourd'hui à pouvoir te parler, mais à avoir des clients qui s'inscrivent un peu partout sur la planète. Wow. Et c'est vrai que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Ok, non, parce que j'ai l'impression que ça frise un peu chez moi. C'est vrai qu'il y a 12 ans, quand on a commencé à échanger ensemble et qu'on a fait les premiers épisodes de podcast, tu nous racontais tout ça. Tu devais encore être dans la phase de l'entreprise de transition où tu rencontrais encore des gens en physique. Là, maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, c'est totalement digital. Oui. Mais je le disais tout à l'heure sur le ton de la rigolade, parce qu'on en avait déjà parlé en off, mais à côté de ça, ça fait aussi plus de 20 ans que tu fais du podcast, que tu vas à la radio et que tu expliques tes théories qui sont pas des théories farfelues sorties de ta tête, qui est simplement l'exploitation, l'explication de ce que la science t'a appris et de ce que l'expertise sur le terrain t'a montré quand tu as testé. Alors c'est vrai que tu parles de physiologie, en France on ne parle pas forcément de physiologie, mais en gros c'est la médecine, la science du mouvement. Dans les pays anglo-saxons, on parle de physiothérapeute, par exemple, alors que chez nous, on parle de kinésithérapeute. Mais bon, voilà, on est sur la science du mouvement. Donc, tout ça, c'est tout ce que ton expertise, toute ton expérience t'a permis d'acquérir. Et c'est ce que tu as transmis pendant ces 20 dernières années aussi en podcast. Et tu me disais tout à l'heure que là, tu as arrêté parce que tu en as marre de répéter tout le temps la même chose. Et on rigolait en disant que est-ce que c'est parce que tu radotes ou est-ce que c'est parce que finalement, il faut sempiternellement répéter la même chose, les mêmes basiques aux gens qui n'écoutent pas? Ouais, ben malheureusement, oui. Je fais encore beaucoup de chroniques dans les émissions de radio à Québec, donc je suis très souvent invité au Québec, mais le podcast, j'ai abandonné parce que oui, je me répétais. Et la problématique, c'est qu'on est toujours pris je vais te donner le nom de l'effet, c'est l'effet Dunning-Kruger. Les gens sont beaucoup connectés aujourd'hui. Ils peuvent suivre leurs données physiologiques en temps réel. Et les gens, beaucoup de gens, je ne dis pas tous les gens et pas tous les athlètes, s'imaginent que parce qu'ils reçoivent beaucoup de données, ils sont capables de comprendre ce qu'est la physiologie. Et l'effet de Dunning-Kruger, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont incompétents et ils sont tellement incompétents qu'ils sont rendre compte qu'ils sont incompétents. Alors, tu vas présenter des concepts physiologiques qui expliquent tel phénomène, ils vont dire le contraire. Ils sont convaincus qu'ils ont raison. Et c'est ce qui a fini par vraiment, je te dirais, m'écœurer de devoir me battre avec ce que j'appelais des ignorants. Et la meilleure stratégie pour éviter les ignorants, c'est de ne pas les écouter, de ne pas les confronter, de ne pas s'en occuper. Et malheureusement, par tout cet aspect, il y a aussi le fait que je vieillis probablement, moins de patience un peu. Donc, tu prends de l'âge, Denis. Oui, exactement. Et voilà, c'est pour ça que j'ai abandonné, parce que je me dis, tu veux transmettre... Je vais te donner un exemple plus concret, Hermano.
Tu sais que je fais beaucoup de tests de VO2 max. Tu m'as déjà entendu parler du seuil d'échange gazeux, la transition entre l'utilisation des glucides entre l'utilisation des lipides et des glucides à l'exercice, la production de l'acide lactique, la réutilisation de l'acide lactique. Et à un moment donné, j'explique ça. Il y a un entraîneur qui me dit, moi, j'ai jamais entendu parler de ça, du seuil d'échange gazeux. Ouais, mais foutu crétin, c'est pas parce que tu n'en as pas entendu parler que ça n'existe pas. Et là, il est en train de m'obstiner pour me dire que ce que je dis ne fait pas de sens. Oui, mais c'est ce qu'on fait dans tous les laboratoires de physiologie de l'effort à travers le monde. C'est ce qu'on analyse. Et toi, le crétin, parce que tu n'en as jamais entendu parler, que tu es entraîneur, tu crois que tu as raison. Tu vois, et c'est ça qui devient, ouais, OK, je vais fermer ma gueule, je pense. Mais alors, juste pour rester sur cette situation-là là, de cet entraîneur, comment lui entraînait ou entraîne encore, peut-être, malheureux, sans connaître cette base du seuil de l'échange gazeux? Sur quoi il se base pour pouvoir accompagner ses athlètes dans la progression ou moins dangereux dans ne pas se blesser? Je te donne ma vision de l'entraînement. L'entraînement doit être adapté à chaque individu. Beaucoup d'entraîneurs ont une méthode. Beaucoup d'entraîneurs, malheureusement, se croient des dieux vivants, où ils ont inventé une méthode et où ils ne mesurent à peu près rien. Et ils se disent, tous les athlètes doivent s'adapter à ma méthode et tous vont évoluer parce que ma méthode est la meilleure. Mais ils ne mesurent rien, ne mesurent pas de progrès. Et c'est ce que cet entraîneur faisait. Et quand tu as beau vouloir expliquer à cette personne, oui, mais tu ne mesures aucune dimension qui confirme les progrès physiologiques d'un individu. Toi, ta stratégie, c'est qu'il s'adapte à ta méthode, tu les épuises et tu penses que l'épuisement va produire des résultats à long terme. Mais tu as beau expliquer ça, oublie ça, ça ne fonctionne pas. Là. Ça ne passe pas dans un cerveau atteint par le Dunning-Kruger effect. Bon, alors ça, c'est un cerveau. Mais tous les gens qui sont potentiellement un jour amenés à t'écouter, peut-être qu'il y en a qui l'ont écouté et peut-être qu'il y en a qui ont passé leur chemin parce qu'ils ont compris, d'autres qui restent parce qu'ils aiment entendre ta douce voix. Mais pourquoi est-ce que tu as arrêté, Denis? Non, écoute, 20 ans de répéter la même chose. Dans le fond, ce que j'explique est assez simple. Oui, et je n'ai pas réinventé le monde. J'ai seulement l'avantage d'avoir travaillé longtemps dans un laboratoire, d'analyser des quantités de données incroyables, d'observer le métabolisme en temps réel. Ça m'a donné une vision du monde que peu de gens ont après des milliers de tests. Et tu as beau le raconter sous différentes formes, arrive un moment où tu as carrément l'impression de dire hey, je fais seulement me répéter. Je suis tanné de m'entendre, j'en peux plus. C'est fini, ça arrête. C'est assez. Je veux faire autre chose. Je continue à faire ce que je fais. Mes podcasts sont en mode privé pour mes clients maintenant. Mais il y a une chose, je vais t'en raconter une. Qu'est-ce qui m'a. Le coup de grâce, Hermano. OK? Toi, tu fais un podcast pour le plaisir. Moi, je fais un podcast pour amener des gens à s'inscrire à mon programme. Mais étant un gars généreux, j'explique beaucoup de choses, vraiment des concepts complets sur mon podcast. Et un jour, je vois passer dans un article, OK, quelqu'un qui dit hey, Denis Boucher, le podcast de Denis Boucher, m'a aidé à m'améliorer de façon incroyable au niveau de ma préparation au triathlon. Mais jamais cette personne a payé un plan chez moi. Tu comprends? Merci, Denis Boucher, mais je ne dépenserai pas une scène pour toi. Mais moi, je gagne ma vie en vendant des services. Alors, je me suis dit, hey, non, wow, mon Denis, tu te calmes le pompon, ils vont tous manger de la merde. Hein? T'arrêtes ça là, t'es pas pour leur donner tout gratuitement. Puis eux autres, ouais, Denis est extraordinaire, mais pas question que je paie un plan chez lui. Donc, il y a cet aspect cheapos. Je ne sais pas si ça se comprend bien en français, cheapos. Ouais. OK? Et cheapos de beaucoup de gens que j'ai dit non, si vous voulez maintenant connaître la stratégie, payez-la parce que c'est comme ça que je gagne ma vie. Je vais arrêter de vous donner beaucoup trop d'informations. Bon,
Tu voudras bien faire un petit effort pour nous, juste 1 heure ou 2 aujourd'hui. Hermano pour toi, je fais faire n'importe quoi. Oh, merci Denis. Bah viens, t'aurais dû faire à Luxembourg. J'étais prêt à faire n'importe quoi. Bon, plus sérieusement, c'est vrai Oui, que tout ce que tu as répété toutes ces dernières années tourne autour de l'analyse physiologique de l'humain, oui, l'analyse du mouvement, comment ça marche, comment l'humain se met en mouvement, qu'est-ce que ça génère, de quoi on a besoin pour pouvoir se mettre en mouvement, sous-entendu de l'énergie qui ne tombe pas comme ça oui. du ciel. Est-ce que très rapidement, tu peux essayer de nous récapituler un petit peu tout ça rapidement, parce que tu as écrit aussi beaucoup de livres, on pourrait aller lire tous tes livres, j'en ai lu quelques-uns et je te remercie de les avoir écrits et de les avoir partagés. Mais rapidement, est-ce que tu peux réexpliquer tout ça pour celles et ceux qui n'auraient pas encore compris, qui sont arrivés sur le podcast ici ou qui nous écoutent depuis longtemps et qui n'auraient pas compris comment ça fonctionne. Et puis, peut-être en mettant aussi l'accent sur la fin ou pas, on verra où ça va nous emmener, mais sur ce fameux courir lentement pour courir plus vite et plus longtemps. Plus longtemps. Hermano, je vais te raconter une histoire scientifique passionnante. Si tu t'endors, tu me le dis. Je passe à l'essentiel. Partons de la base, Hermano. Tu sais qu'il y a un soleil dans le ciel qui, à travers la lumière, envoie de l'énergie. Cette énergie n'est pas tangible. Tu ne peux pas la toucher, tu ne peux pas la prendre dans tes mains. C'est de l'énergie et les plantes reçoivent cette énergie du soleil, prennent le carbone dans l'espace et les plantes se construisent avec le carbone grâce à l'énergie qui provient du soleil. Les animaux mangent des plantes, nous, on mange des plantes et on mange des animaux et on prend cette énergie qui est à la base venue du soleil, on la consomme, cette énergie, et elle est sous forme de glucides, protéines et lipides à la base. Pour que nous puissions l'utiliser, notre corps doit transformer cette énergie en énergie utilisable par le corps humain. Ça se fait grâce à des organelles dans les cellules qu'on appelle des mitochondries. Mais pour ne pas se compliquer la vie, Hermano, on va appeler ça des petits rejets. Okay? Les petits rejets dans nos cellules prennent donc l'énergie qui provient des protéines, lipides, glucides et transforment ça en énergie utilisable par le corps humain. Dans une molécule, je vais loin en physiologie, qu'on appelle l'ATP. Mais encore, l'énergie, Hermano, n'est pas tangible. Adénosine triphosphate, si je me souviens de mes cours de lycée. Adénosine triphosphate, c'est magnifique. Et cette énergie permet la contraction musculaire. Si tu n'as pas d'énergie, ça ne fonctionne, ton corps ne fonctionnera pas bien très longtemps. Alors, dès le moment que tu commences à courir, imaginons, Hermano, que je te fais un test de VO2 max, tu commences à la marche. Pendant que tu marches, étant donné que l'intensité de l'effort pour toi n'est pas élevée, tu utilises des lipides. Par contre, Hermano... Attends, je me permets, Denis. Je me permets. Oui, juste ben oui. Protéines, lipides, glucides. Très rapidement, vulgairement, qu'est-ce que c'est? Protéines. Les protéines, c'est les constituants de ton corps, des muscles, les enzymes. Donc, c'est 3 structures moléculaires différentes avec des fonctions différentes. Ça va? Les lipides, le gras. Protéines, on vient de l'expliquer. Glucides, les sucres. Ça va. 3 constituants moléculaires différents. Et toi, à la marche, tu brûles des lipides. Mais juste pour t'expliquer la différence entre chaque individu. Si j'ai une femme d'1,55 m, obèse, qui pèse 100 kg, à la marche, c'est un effort maximal pour elle. Tu comprends que elle, déjà en marchant, elle utilise des glucides parce que c'est trop épuisant transporter le poids de son corps. Mais je continue avec ton test de VO2 max, Hermano. Tu commences à courir, j'augmente la vitesse du tapis roulant. Tu vas encore utiliser des lipides parce que ça va bien. Et dans cette zone où tu utilises des lipides, à la course à pied, l'impact de ton corps, de tes pieds au sol, n'est que de 1 G. Ta vitesse est trop grande pour que tu puisses utiliser tes lipides. Alors, tu vas transiter vers l'utilisation des glucides, ce qu'on appelle le seuil d'échange gazeux. Et là, tu dois comprendre que
La quantité de glucides en réserve que tu as dans le corps sous forme de glycogène ou disponible dans ta circulation sanguine est nettement inférieure à ce que tu as en lipides en termes d'énergie. Alors, ce que tu vas faire, c'est quand tu arrives à ton seuil d'échange gazeux, tu utilises des glucides, le sous-produit de la transformation, c'est de l'acide lactique, du lactate sanguin. Mais ton corps est capable d'utiliser le lactate en source d'énergie. Mais tu vides quand même tes réserves de glucides. Ta fatigue va arriver à un moment donné. Et plus tu augmentes en vitesse, plus tu utilises des glucides, plus tu produis de l'acide lactique. Et arrive le moment fatidique qu'on appelle en anglais le maximal lactate steady state, le seuil d'accumulation de lactate sanguin, où ton corps accumule du lactate et on sait qu'à partir de ce moment, tu as atteint la zone d'épuisement. Mais ça, on appelle ça une cinétique de consommation d'oxygène. Et pour chaque individu, c'est différent. J'ai des athlètes d'élite. Quand je parle de courir lentement afin de courir plus vite et plus longtemps, je ne parle pas d'une vitesse de course. Je parle d'une intensité physiologique. Il y a des gens qui, à 10 km à l'heure, ont déjà transité dans leur seuil d'échange gazeux. Ça veut dire qu'ils n'utilisent plus de lipides, ils utilisent des glucides. J'ai des athlètes d'élite qui courent à 18 km à l'heure et qui sont encore en train d'utiliser des lipides. Ça veut dire qu'ils partent courir 1 heure, ils reviennent, ils n'ont presque pas transpiré, ils l'ont fait 18 km à l'heure. Ils ont couru 18 km en 1 heure. Tu comprends? Sans se fatiguer. Si tu prends un Kenyan, il va aller, lui, jusqu'à 90 % de sa capacité maximale. Il utilise des lipides. Il ne s'épuise pas. C'est pour ça qu'il court son marathon en 2h22. Tu comprends? Et c'est toute cette dimension que les gens ne comprennent pas. L'autre chose qui est importante sur le plan biomécanique, les gens veulent dépenser beaucoup d'énergie. Le but d'être performant, c'est à une vitesse donnée de dépenser le moins d'énergie possible. Faisons le parallèle. Si ton seuil, toi et moi, on court, Hermano, ton seuil d'échange gazeux est à 18 km à l'heure, moi, il est à 10 km à l'heure. Tu comprends qu'à 18 km à l'heure, je suis mort à côté de toi pendant que tu souris. Hein? Et toi, en plus, à 18 km à l'heure, ton impact au sol est à 1 G. Une fois le poids de ton corps, ta musculature, tu rebondis sur le sol, tu flottes sur l'asphalte. Moi, j'ai passé à 2 G, 2 fois l'impact de mon corps au sol. Et comme je suis rendu dans l'accumulation d'acide lactique, je suis rendu à 3 G. Mes muscles travaillent comme des imbéciles pour essayer de me garder debout, à me déplacer. Ouais. Et peu de gens connaissent cette dimension fascinante. Et quand tu leur dis, hey, si tu cours lentement dans la zone, qui veut dire pas une vitesse, ta zone physiologique où tu ne brûles que des lipides et que tu te tiens dans l'extrême de cette zone, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas repousser ton seuil d'échange gazeux et à un moment donné, il va le passer de 10 km à l'heure à 12 km à l'heure, à 15 km à l'heure, peut-être à 16 km à l'heure. Non, Denis, c'est pas possible. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que ce n'est pas inné. On n'est pas, quand on est, ce n'est pas figé que quelqu'un va avoir un seuil à 18 km/h et l'autre à 10. Ça veut dire qu'on peut évoluer dans le temps avec un entraînement intelligent. N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas fantastique? La génétique, selon les sports, a une influence qui va varier de 40 à 70 % sur la performance. Donc, tout le monde a un potentiel d'amélioration. Et quand tu parles aux coureurs, leur idée, c'est toujours de courir vite dans l'espoir de s'améliorer. Mais il y a une manière très simple de se rendre compte qu'un athlète est en train de s'épuiser. Je te donne un exemple. Tu fais un test de VO2 max. Exemple, l'athlète est à 55 de VO2 max. Plus le VO2 max est élevé, normalement, plus tu es en forme. Mais il y a le parallèle avec le seuil d'échange gazeux. Tu peux avoir un VO2 max très élevé, mais avoir un seuil d'échange gazeux très bas parce que tu es sprinteur, par exemple. Et que toi, ce n'est pas vraiment l'endurance, c'est la vitesse qui compte, le sprint, la puissance explosive. Mais quand tu arrives dans cette dimension où tu vas améliorer ton VO2 max, tu testes le VO2 max d'un individu et tu mesures sa masse grasse et sa masse musculaire. S'il s'est trop entraîné, la personne s'entraîne pendant 3 mois, d'accord?
Et elle s'entraîne en bain imbécile, vraiment, elle court, elle pense s'améliorer en courant le plus vite possible. Et tu arrives 3 mois plus tard, tu la testes, son VO2 max est passé de 55 à 52 et son seuil d'échange gazeux a diminué. Elle a perdu de la masse musculaire. Tu sais que la personne est en surentraînement. Mais je ne connais pas beaucoup d'athlètes qui procèdent comme ça, se tester régulièrement pour voir est-ce que j'ai vraiment progressé. Ils sont toujours en train de regarder leur montre, là, sont dopés à leur montre, ils se regardent aux 30 secondes, ils regardent leur pace, et pour eux, c'est la seule indication de progrès. Mais tu peux avoir pendant 3 mois une indication de progrès sur un pace, mais physiologiquement, tu es en train de dépérir. Et si tu ne préviens pas ça, tu vas arriver en surentraînement, tu vas t'épuiser, tu vas avoir des blessures. Tu n'as plus de plaisir à courir parce que tu es essentiellement en performance. Tu es en train de virer fou parce que tu as oublié que courir, ça doit être du plaisir. Tu es obsédé par tes données puis tu ne mesures rien. C'est le monde dans lequel on est rendu vraiment qui est triste. Et étrangement, tu irais courir pour le plaisir sans jamais être essoufflé. Tu deviendrais beaucoup plus en forme qu'un imbécile qui est toujours en train de regarder son pace sur sa montre. Bon, on reste quand même sur le 80-20, c'est-à-dire 80% où on n'est jamais essoufflé et 20% où il faut quand même faire monter un petit peu la machine. Non, 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 non. Tu peux le faire si ça te fait plaisir, mais tu n'as aucune preuve que ça va t'améliorer. Moi, j'ai entraîné, tous les gens que j'ai entraînés pour des ultramarathons, des triathlons, des choses du genre, ils sont toujours restés dans le seuil d'échange gazeux, en bas du seuil d'échange gazeux, en endurance, ce que vous appelez endurance fondamentale. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que, je t'explique une chose bien importante, Hermano, plus tu t'améliores, traduisons-le en fréquence cardiaque. Si ton seuil d'échange gazeux se présente à 150, et que tu l'augmentes, il arrive à 170 à un moment donné. Donc, de ta fréquence cardiaque de repos jusqu'à 170 battements par minute, tu utilises des lipides. Donc, tu es rendu une machine de guerre au niveau de l'endurance fondamentale. Mais quand j'arrive dans des extrêmes, si ta fréquence cardiaque maximale est de 185, tu comprends, si j'arrive à 171, 172, 175, ben, ça peut être une intensité trop grande qui fait que tu vas te blesser. Mm-hmm. Tu as moins de risques de blessure en restant en endurance fondamentale. Mais comment on travaille sa vitesse alors dans ce cas-là, Denis, sans être un sprinter? Mais comment on augmente sa vitesse de performance? Je sais pas. Prenons, on prépare un marathon. On pense être capable de courir un marathon en 3 heures. Aujourd'hui, on va courir. On est sur des allures de 4 heures au marathon. Donc, il va falloir gagner 1 heure sur 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois d'entraînement. Peu importe. Ouais. Comment on progresse si on est toujours en dessous de son seuil? C'est ce que je viens de t'expliquer. Je sais, mais répète-le. Mais je le répète. Ouais, putain. C'est pas pour moi, c'est pour ceux qui n'ont pas compris, Denis. Si tu t'entraînes en bas de ton seuil d'échange gazeux, tu vas le repousser. Exemple, traduisons-le en kilomètres et en fréquence cardiaque. Ton seuil d'échange gazeux se présentait à 10 km à l'heure à une fréquence cardiaque de 150 battements par minute. Tu vas t'entraîner pendant 2 mois, tu vas être rendu à 12 km à l'heure. Donc, tu vas être passé de 10 km à l'heure à 12 km à l'heure sans t'épuiser. Tu vas continuer à t'entraîner. Peut-être que ta fréquence cardiaque va augmenter seulement jusqu'à 155 battements par minute. Et là, tu vas continuer à t'entraîner. Tu vas atteindre 13 km à l'heure, 14 km à l'heure. Donc, tu es passé de 14 km à l'heure. Et si tu es capable de courir à 14 km à l'heure sans t'épuiser, tu comprends que tu viens de t'améliorer là, sur le temps que tu fais. Parce que si ton seuil d'échange gazeux est à 10 km à l'heure et toi, tu commences le marathon et tu vises une vitesse moyenne de 14 km à l'heure, tu n'y arriveras jamais. Tu vas crever, mon Jean-Guy. Ouais. Ce que tu veux, c'est courir le plus vite et le plus longtemps possible en utilisant des lipides, pas en vidant tes réserves énergétiques. Et c'est pour ça que dans les entraînements que je fais avec mes clients, si tu veux courir un marathon, tu sais que tes 10 premiers kilomètres à l'heure, tu vas être à telle vitesse, de 10 à 15 à telle vitesse, de 15 à 20 et ainsi de suite. Puis les 5 derniers kilomètres à l'heure, pendant que les autres sont en train de mourir la langue à terre, toi, tu pourras accélérer.
Et tu vois, même, il y a beaucoup de gens vont courir un marathon sans même de préparation sur les intensités qu'ils vont suivre sur le marathon. Et je vais aller plus loin, Hermano. OK, c'est quoi ton parcours pour le 42 km? C'est quoi le nombre de dénivelés, les dénivelés que tu vas rencontrer? Le pourcentage, ben, on va calculer la vitesse parce que tu vas ralentir dans les dénivelés. Tu n'essaieras pas en crétin chronique d'essayer de courir plus vite parce que ça monte. Non, tu vas ralentir pour rester dans ton seuil, en deçà de ton seuil d'échange gazeux, pour continuer à brûler des lipides tout le temps. Et sur les 10 derniers kilomètres, parce que tu vas péter le feu, comme le disait l'entraîneur de Rocky, tu vas bouffer le tonnerre et tu vas chier des éclairs. Tu vas être capable de te propulser. Tu vois, et tu n'en as pas beaucoup de gens qui travaillent stratégiquement. Et ça devrait être comme ça pour tout le monde. On devrait enseigner ça à tout le monde. La vitesse à laquelle tu cours, au départ, n'a pas d'importance. La seule chose qui compte, obtiens des mesures sur ta physiologie, répète les mesures dans le temps, observe tes progrès et travaille en fonction de ça. Et tu n'as jamais besoin de t'épuiser. Tu n'as jamais besoin d'être fatigué. Tu as besoin d'être intelligent. Je te remercie, Denis, pour cette précision, mais voilà, c'était pour remettre en perspective et pour bien comprendre. Effectivement, oui. si on court toujours en deçà de son seuil d'échange gazeux, plus on va s'entraîner intelligemment et plus ce seuil va évoluer. Donc forcément, plus on va courir vite. Donc, pas besoin d'intégrer du fractionné, pas besoin d'intégrer de l'intensif. Si à J0, on court à 10 km/h en étant en deçà de son seuil et que à J plus 3 mois, on est à 14 km/h, à chaque fois qu'on va aller courir, en 1 heure, on courra plus longtemps et plus vite. Exactement. La question de base à tout ça, qui est quand même la base de ta méthode, de ta stratégie, c'est comment on mesure ce foutu seuil d'échange gazeux? Un test de VO2 max où tu vas courir sur un tapis roulant et je vais t'épuiser en l'espace de 12 minutes. Donc, j'augmente l'intensité progressivement. Dans mon livre, Courir lentement afin de courir plus vite et plus longtemps, il y a les différents protocoles de tests de VO2 max qui sont là. C'est ceux que j'utilise et c'est là que tu es capable de les identifier. Donc, ça peut se faire à distance sur un tapis roulant. Quand tu es un coureur qui débute, que tu tombes sur le podcast Devenir triathlète où j'invite Denis Boucher et que tu entends ça, comment au-delà de prendre un rendez-vous avec un médecin physiologiste, c'est pas pour l'aspect ne pas dépenser, ne pas rendre à ceux qui transmettent, mais comment est-ce que tu peux faire un premier pas? Parce que on l'a, je pense, tous fait un jour quand on est coureur. La première chose qu'on fait, on a des baskets, on a un short, un t-shirt, on sort et on va courir 3 semaines d'affilée à essayer de courir le 10 km, le parcours autour de chez soi le plus vite et le faire chaque jour le plus vite possible. On a tous fait, je pense, cette erreur-là avant de t'écouter au moins une fois, mon cher Denis. Mais quand on n'a pas accès à un médecin physiologiste, quand on n'a pas accès à un test d'effort, quand on n'a pas accès à un tapis, quel est le meilleur moyen de se dire, je vais peut-être me fixer sur ça et comment je le mesure? Si tu n'as pas de moyen d'obtenir des mesures, commence par marcher. Marche la distance. Si tu commences par 5 km, une distance de 5 km, ton but n'est pas de la courir le plus vite, c'est la distance le plus vite possible. Ton but, c'est de la marcher, te familiariser avec, permettre à ta biomécanique de s'adapter sur cette distance. Puis, après 3 semaines, ce que tu fais, tu commences à courir. Tu fais des petits intervalles de 3-4 minutes. Quand tu commences à être essoufflé, tu reviens à la marche. Et là, ce que tu vas permettre, c'est l'adaptation physiologique. Et quand tu permets l'adaptation physiologique, tu vas te rendre compte qu'après 1 mois et demi, tu es capable de courir la distance. Et déjà là, je sais qu'il y a des gens, oh mon Dieu, ça va prendre 1 mois et demi avant que je puisse courir 5 km. Ah! Ben oui, c'est ça. C'est ça un corps humain. C'est pas de la mécanique automobile, mon Jean-Guy. C'est vraiment de l'adaptation physiologique. Et plus tu permets à ton corps de s'adapter et de récupérer, parce que vous devez savoir que votre corps ne se transforme pas et ne s'adapte pas pendant l'entraînement. L'entraînement est la stimulation qui dit à ton corps qu'il doit s'adapter et il s'adapte pendant que tu es au repos. Alors, si tu es assez imbécile pour dire « Hey, je vais aller courir, je vais aller courir 5 km 7 jours par semaine »,
Ben, bonne chance. Bonne chance. Hein, je sais pas. Vraiment, c'est pas d'intelligence. Tu comprends? Ouais. Adaptation, progression. Mais les gens aujourd'hui, c'est la gratification immédiate. Je veux des résultats instantanés. Je ne suis pas prêt à y investir du temps, y investir de l'intelligence, y investir de la stratégie, y investir de l'analyse. Les gens veulent courir vite. C'est ça leur maladie mentale aujourd'hui. C'est triste. Est-ce qu'il y a des signes physiologiques qui te permettent de définir quand tu approches du seuil d'échange gazeux? Tu l'as dit, par exemple, commencer à aller marcher, après commencer à aller courir, et quand vous commencez à être essoufflé, alors vous vous remettez à marcher. Est-ce que ça, par exemple, c'est un signe physiologique pour quelqu'un qui est déjà un petit peu entraîné, de se dire, ah, là, je passe un seuil. Quand Ouais. la respiration s'accélère, elle devient saccadée, ou le bon vieux, bon, vous allez faire votre récup et quand il faut que vous puissiez parler pendant que vous courez, ça veut dire que vous êtes à la bonne allure. Est-ce que c'est viable? C'est encore vrai. Physiologiquement, ce que vous allez observer, c'est si on augmente l'intensité alors que vous êtes dans votre zone d'utilisation de lipides, c'est l'amplitude de la cage thoracique qui va augmenter pour amener plus d'oxygène aux muscles. Par contre, lorsque vous transitez au-delà du seuil d'échange gazeux, vous commencez à utiliser des glucides, votre corps produit plus de CO2, vous devez éliminer le CO2. Alors, c'est la vitesse de respiration qui augmente, l'essoufflement s'installe. Et alors, c'est là que vous devez ralentir pour vraiment revenir à une respiration qui est plus facile, où il n'y a pas d'essoufflement. Donc finalement, on n'a pas besoin de biosenseurs, de montres connectées pour pouvoir aller faire ses premiers runs et pour pouvoir commencer à s'entraîner. Non, mais écoute, j'en vois pas l'utilité, vraiment. C'est vraiment une obsession aujourd'hui. Les gens ont un tas de données qui ne savent même pas interpréter. C'est vraiment triste. Je me souviens que pendant un épisode qu'on a fait, tu nous disais, et ça c'était sur le podcast de Nakan, notez tout ce que vous faites, parce que si vous ne notez pas, vous n'avez pas de recul et vous ne savez pas voir comment vous progressez ou pas, comment vous évoluez. Mais si tu n'as pas d'appareil pour mesurer, comment est-ce que tu peux faire? Tu fais un tour de 10 km et puis tu sais toujours plus ou moins ce que ça fait, tu as juste une montre pour te dire comment tu vois ta progression, ton évolution. Avez-vous eu l'émission Colombo, vous, de votre côté? Ouais. Ouais, vous connaissez Colombo? Bon, moi, je suis le Colombo de l'analyse. D'accord? Une performance, c'est un contexte. Ta qualité de sommeil. Est-ce que tu as la nuit d'avant, là, on est quelle date? On est le 15, le 14. As-tu bien dormi? T'es-tu réveillé toute la nuit? Pendant la nuit, tu as eu des problèmes? As-tu consommé toutes les calories dont tu avais besoin? Si tu as dépensé 2500 calories dans ta journée, si tu avais besoin de 2500 calories, tu n'en as consommé que 2000, ben, tu es en carence de 500 calories. Tu comprends? Quel était ton niveau de fatigue? As-tu essayé en orgueilleux démesuré de te dire non, moi, mon corps, il va m'écouter, l'enfant de chienne, quoi. Hein? Et il va en manger une tabernacle. Non, c'est pas comme ça qu'il faut que tu fonctionnes. C'est un travail d'enquête où tu vas noter toutes les variables qui vont influencer ta performance. Le sommeil, le stress. Tu as travaillé 12 heures dans ta journée alors que tu en travailles 8 heures, ça a une influence sur ta performance. Tu dois être capable. Et les gens, quand ils vont courir, oh, quelle performance désastreuse. Aujourd'hui, j'ai couru mon 10 km, ça m'a pris 2 minutes de plus. Oui, mais Jean-Guy, tu n'as pas dormi de la nuit, tu n'as pas mangé, puis tu as travaillé 16 heures dans ta journée. Voyons, tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à être extraordinaire? Non, c'est une réaction normale de ton corps. Donc, arrête d'être con. Tu as fait ton analyse. Tu comprends pourquoi cette performance est arrivée. Alors, corrige. Ça, c'est un ensemble de mesures très simples, Hermano, que les gens ne notent pas parce que leur seule mesure, c'est la vitesse à laquelle ils courent. Et s'ils ne courent pas à la vitesse qu'ils souhaitent, ils sont déçus. Mais quand tu fais un travail d'enquête à la Colombo et que tu es capable de revenir dans le temps
et de voir 2 semaines en arrière ce qui peut expliquer ta condition aujourd'hui. Tu me parlais d'allergènes, Hermano, tout à l'heure, avant qu'on commence l'interview. Mais tu dois savoir que tes poumons acheminent l'oxygène à tes muscles et éliminent le CO2. Si tes poumons ont une capacité réduite d'échange gazeux, donc l'absorption d'oxygène et l'élimination de CO2, si les allergènes réduisent cette capacité, tu vas être beaucoup moins performant. Tu auras beau t'obstiner avec ton corps, le traiter de tous les noms possibles, il n'est pas capable de te donner, en fonction de la condition actuelle, la performance que tu veux. Il faut que tu apprennes à vivre avec. C'est bien ça le problème, Denis. C'est qu'on n'apprend pas à vivre avec. Tu l'as dit tout à l'heure. On est dans la société de l'immédiateté et on veut tout de suite. On veut tout de suite courir un marathon, on veut tout de suite faire un Ironman, on veut tout de suite aller à Hawaï pour se qualifier pour les championnats du monde. Mais il faut se laisser le temps. Il faut que le corps l'assimile et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y en a qui y arrivent, mais peut-être qu'ils ont déjà une condition exceptionnelle par ailleurs. Mais sur ton podcast, Hermano, c'est qui le triathlète qui a pris 7 ans pour partir de zéro à aller jusqu'au triathlon? Ouais, Benjamin Proulx. Bon, 7 ans, c'est intelligent. Tu vois, une progression intelligente. Pas je vais courir, je vais aller devenir triathlète demain matin. Là. Non, une progression intelligente. Et parce que tout ce qui mérite d'être réussi dans la vie nécessite du temps. Et si ta meilleure idée dans la vie, c'est de toujours faire les choses le plus vite possible en cherchant les raccourcis qui te semblent les plus efficaces, tu vas toujours échouer. Ça prend de l'intelligence être un athlète aujourd'hui. Mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est la gratification immédiate, les résultats immédiats. Et ils sont toujours en situation de déception. Bon, on a posé les bases. On a compris comment il faut envisager l'entraînement. Maintenant, on a été faire notre petit test, on a repris ton livre où on s'est attaché les services d'un médecin physiologiste et on a fait un premier test de VO2 max. Peut-être déjà rapidement, la VO2 max, qu'est-ce que c'est? Et VO2 versus VMA? Ouais, c'est presque similaire. Là. Moi, c'est que j'utilise beaucoup VO2 max, qui est la capacité de consommation d'oxygène à l'effort maximal. Donc, plus il est élevé, plus vous êtes en forme. Il est malheureusement, chez les coureurs médiocres d'aujourd'hui, très bas. J'ai des gens qui marchent, qui ont un VO2 max aussi élevé que des gens qui courent. Juste simplement pour te dire que l'entraînement d'aujourd'hui est mauvais. Nous, on dit pourri. Je ne sais pas si pourri, c'est pourri. Oui, ça marche aussi en France. C'est pourri chez vous aussi, hein? C'est ça. Donc, c'est triste. C'est vraiment triste de voir ça parce qu'il n'y a pas de mesure. Donc, plus tu es en forme, un marathonien d'élite, tu vas avoir ça aux alentours de 75-80 à peu près. Tu as des très bons coureurs à 70 de VO2 max. C'est ça. Mais les coureurs moyens sont entre 50 et 55. OK. C'est correct. Mais ça, j'avais ça quand j'ai commencé il y a 20 ans. Là. Savais-tu que c'est des gens qui marchaient, là, qui ne faisaient presque pas d'exercice parce qu'ils étaient minces? Plus tu es grossouillet ou dodu, donc plus tu traînes de masse inerte, et cette masse inerte-là te coûte de l'énergie. Et donc, tu es moins en forme. Parce que ton VO2 max, c'est ta consommation d'oxygène divisée par ton poids en kilogramme. Okay. Donc, c'est en millilitres d'oxygène par kilogramme de poids à chaque minute. Et si tu as 10 kilos de trop, ben c'est 10 kilos que tu enlèves sur ta consommation d'oxygène en termes d'effet. Et la VMA, puisque c'est souvent des termes qui ressortent, VO2, VMA. VMA, c'est ta vitesse maximale aérobie. Donc, c'est tu cours à l'extrême, mais je ne sais pas comment sont faits les tests. Parce que un test doit être, pour moi, progressif, un test de VO2 max. C'est que je te pars de la marche et je te fais progresser dans une courbe jusqu'à ton effort maximal, ton VO2 max, qui va être ta vitesse maximale aérobie. Mais je te donne un exemple. Si ta vitesse maximale, si ton VO2 max arrive à 15 km à l'heure, tu peux courir plus vite que 15 km à l'heure. Tu peux partir, sprinter, puis dire j'atteins 18 km à l'heure. Tu vas me dire c'est ma vitesse maximale aérobie. Ouais, mais j'en ai rien à foutre parce que ça ne se traduit pas sur de l'endurance. Tu viens de me le traduire sur un effort de 2 minutes. Mm-hmm. Donc, il faut vraiment mettre les choses dans leur contexte. Alors, c'est pour ça que beaucoup de coureurs qui me disent moi, ma VMA est
était à 19 km/h, ben, ça ressemble à, écoute, va chier, mange la marde. Ça ne veut rien dire, mon ami. Tu sais quoi ton protocole que tu as fait? Est-ce que c'était un protocole progressif? Et est-ce que tu as identifié tes zones? Ça ne veut absolument rien dire. Usain Bolt, il a une des meilleures VMA du monde, hein. Mais c'est un sprinter. Tu le mets sur un marathon, il n'aura pas forcément la même VMA. Ah, ben, c'est fini, c'est fini. Hey, est-ce que je ne sais pas si ça vous intéresse, vu que tu parles de Usain Bolt. Tu sais qu'il a brisé tous les standards de physiologie, hein? Et parce que c'est un petit garçon de 6 pieds 5 pouces, 1,90 m, 1,95 m peut-être. Ouais. Et lui, ses jambes, il avait de très longues jambes. Normalement, c'est les petits culs d'1,70 m dans notre genre Hermano, là, qui étaient capables de mouliner, c'est-à-dire bouger les jambes très vite. Mais Usain Bolt, lui, était capable de mouliner à cette vitesse-là, mais encore plus vite, c'est-à-dire la vitesse de ses jambes. Et dans les calculs, c'est le gars qui passait le plus de temps dans les airs. Ils ont calculé le temps où il volait, ne touchait pas au sol. Il était tellement extraordinaire qu'en bout de ligne, c'est lui qui était le plus longtemps dans les airs. Je ne me souviens plus du chiffre, là, mais j'avais trouvé ça, oh wow, incroyable. Donc, on a posé la base. On a fait ce qu'il faut. Hey, je digresse, Hermano. Excuse-moi, je m'en vais dans tous les sens. Vas-y, je me concentre cette fois. On a notre VO2 max, on a notre VMA, on est encadré par on a ces éléments-là. Comment est-ce qu'on construit notre entraînement? Parce que tout à l'heure, on rigolait, on se disait 80-20, 80 d'endurance, 20 d'intensité. Et finalement, tu me dis non, c'est de la merde, ça ne sert à rien. Tu cours toujours en dessous de ton seuil. OK, tu as ton seuil. Comment tu construis ton entraînement? Tu cours toujours pareil, toujours la même distance, mais du coup, de plus en plus vite puisque tu décales ton seuil, ou tu varies les parcours, les plaisirs. Comment tu t'entraînes? Comment tu construis un entraînement, mon Denis? Et puis, tu ne peux pas transposer la VO2 max de course à pied en vélo et en natation. Donc, comment tu construis un petit peu tout ça? Tu me parles de qui, Hermano? Tu me parles du petit gros qui commence, la personne qui a 2 ans d'expérience, tu me parles de l'athlète d'élite, tu me parles de qui? Parce que tu vois que tout va être très différent. L'analyse de base va demeurer la même, sauf que l'analyse des données va nous donner un profil physiologique qui devra être cadré en fonction des objectifs et déterminer ce qui doit être amélioré. Je vais te donner un exemple. Je teste un spécialiste du 1000 mètres, VO2 max de 85. Il utilise 100% de sa capacité pulmonaire. Toi et moi, les petits cons ordinaires, on utilise 60% de notre capacité pulmonaire au maximum. Mais lui, c'est un athlète d'élite incroyable, un jeune, une bête. Il utilise 100% de sa capacité pulmonaire, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment, tu as beau l'entraîner plus, il ne s'améliorera pas au niveau de sa capacité physiologique parce qu'il entre déjà 100% d'oxygène. Il ne peut pas aller plus. Tu comprends? Alors là, il faut y aller sur des détails. La biomécanique, le sommeil, la nutrition, la dépense énergétique, l'impact au sol, la position du corps dans l'espace. On est rendu à des micro-détails. Lui, on est à des micro-détails. Et tout dépend du profil de l'individu, où il en est dans le temps. C'est ce qu'on va déterminer. Où il en est dans sa capacité et son objectif. Ben, donne-moi un portrait d'un individu. On va prendre un portrait d'un auditeur ou d'une auditrice du podcast. Ça fait déjà 2-3 ans qu'ils nous écoutent. Ils ont déjà fait 4-5 petits triathlons, des triathlons distance olympique, on va dire, et ils voudraient progresser, aller sur des triathlons plus longs, donc gagner en endurance, s'épuiser moins, pouvoir passer d'un sport à un autre. Donc, ils courent déjà 2-3 fois par semaine et ils nagent 1 ou 2 fois par semaine. Mais il y a encore beaucoup de progression à faire, puisque les gens s'épuisent et ils n'arrivent pas à passer au seuil d'après. Comment est-ce qu'on peut construire un entraînement là-dessus? Je vais faire un test de VO2 max sur tapis roulant et un test sur vélo pour obtenir les deux portraits physiologiques. La natation, c'est un peu plus dur. C'est très difficile de tester une condition physique en piscine. Ça se fait, mais pour moi. Et là, ce que je vais analyser, c'est qui est cet individu? Quel âge a-t-il?
quel genre de travail fait-il? Est-ce qu'il travaille encore? Est-ce qu'il a 12 enfants? Est-ce qu'il a un travail stressant? Combien de temps réaliste peut-il mettre à l'effort, à l'exercice par semaine? Tu comprends? Parce que beaucoup de crétins s'imaginent que, hey, je travaille 12 heures par jour. Exemple, je suis avocat, je travaille 12 heures par jour. Je me réveille la nuit pour répondre à mes textos. J'ai 12 enfants. Et là, je vais aller m'entraîner plus et encore plus. Mais c'est parce que, écoute, Alphonse, ça, là, c'est que tu as juste une quantité d'énergie globale. Là. Et là, toi, tu es en train de me dire que tu vas ajouter du stress. Le stress physiologique et le stress mental, Hermano, c'est la même chose. Oui? C'est une demande énergétique. Et toi, tu te dis, par rapport à tout ce que tu fais, tu veux m'ajouter une demande énergétique. Non, non, Alphonse, écoute, tu es capable de t'entraîner 4 heures par semaine. Ça sera 4 heures par semaine. On va le faire de façon stratégique. Maintenant, je peux dire à Alphonse, tu n'y arriveras jamais. Limite-toi au petit triathlon. Oui, mais moi, Denis, je suis extraordinaire. Moi, je suis capable. Non, tu n'es pas capable. Là, tu te comportes en idiot. On va arrêter ça là. Tu peux seulement t'entraîner 4 heures par semaine. On a une projection d'amélioration de 10 %. Tu n'arriveras pas sur le gros triathlon. Ça, c'est un. Admettons qu'il n'y a pas 12 enfants. Il ne travaille pas. Il a du temps pour s'entraîner. Et là, je dis, bien, OK, alors on va commencer. On va se visiter. Tu t'entraînais 5 heures par semaine. On va, au fil des prochains mois, augmenter progressivement l'intensité de l'effort, le volume d'entraînement, mais on va se garder une intensité très basse, en deçà du seuil d'échange gazeux. Et dans 2 mois, ou 2 mois, 10 semaines ou 12 semaines, on va faire une autre mesure pour voir ta progression. Parce que moi, j'estime qu'en fonction des tests que j'ai faits, je prévois dans 10 semaines une amélioration de 12 % de ton seuil d'échange gazeux et de ton VO2 max. Alors, 10 semaines plus tard, on fait un autre test. OK, parfait. On a, d'après moi, selon ce que je vois, on pourrait augmenter à 8 heures d'entraînement par semaine. On augmente à 8 heures. Voici comment on répartit. Et on voit la progression. Plus tard, on augmente à 10 heures par semaine. Je commence à avoir une régression. Oups! Ton corps n'est pas capable encore de s'adapter à 10 heures d'entraînement par semaine. On va ralentir pendant un certain temps. Puis, plus tard, on va augmenter de nouveau le volume d'entraînement. C'est-à-dire le nombre d'heures et on verra ce que ça donne. Et j'ai des gens, moi, qui ont plafonné à 12 heures d'entraînement par semaine parce que leur corps est incapable de tolérer plus de 12 heures d'entraînement. Donc, il y a toute cette fonction, cette observation de génétique, d'analyse à la Colombo, de tout ce qui se passe chez un individu, parce que les gens ne réalisent pas qu'ils ont des limites. Moi, je suis capable d'épuiser n'importe quel athlète d'élite sur la planète. J'ai épuisé du monde toute ma vie. Moi, c'est comme ça que j'ai tout appris dans la vie. Je les ai épuisés. Et tout le monde va s'épuiser un jour. Et malheureusement, les gens y arrivent parce qu'ils ne sont pas assez intelligents. Ils ne sont pas capables de se rendre compte qu'ils ont atteint une limite. Et quand tu te bats contre une limite, au lieu de travailler à l'intérieur de cette limite plus intelligemment, qu'est-ce que tu fais? Ta condition dégrade, tu te blesses, tu deviens psychologiquement et émotionnellement affecté. Et ce qui devait te rendre heureux est en train de te détruire physiquement et mentalement. C'est comme ça que je regarde le portrait global. Mais il n'y a pas de gens qui font ça. Tout le monde s'imagine, je n'ai pas de limite, je vais devenir extraordinaire. Ils ont vu ils ont vu l'athlète d'élite qui court à une vitesse incroyable sans s'épuiser, puis ils pensent qu'ils vont devenir lui. Non, mais c'est son travail à temps plein. Puis il est encadré, il y a tout ça, il y a des nutritionnistes, il y a des physiologistes avec lui, il y a des physiothérapeutes, il y a un petit bobo, le médecin s'en occupe, c'est un professionnel. J'adore, Denis. Ça fait 20 ans que tu le répètes, mais j'adore. Non, mais c'est bien la preuve que tout ça, c'est tout un système. Quand on fait du sport, il n'y a pas que le paramètre je vais courir, ou je vais nager, ou je vais faire du vélo pour les triathlètes. Il y a tout ce qu'il y a autour. Le boulot,
la famille, les déplacements pour aller au Ben oui, travail, les courses, les enfants, etc., etc. Et tu l'as dit, il y a le sommeil, il y a la récupération, il y a l'alimentation. Juste un petit crochet d'ailleurs là-dessus. Il y en a beaucoup, notamment sur la course à pied, qui s'y mettent pour maigrir. non, Euh, non, faites pas ça. Marchez, mes petits gros. Tous les petits gros et les dodus qui nous écoutent, les petits gros, les petites grosses et les dodus, marchez. Allez pas vous épuiser à courir. Votre corps n'est pas adapté à la course. Perdez du poids. Et marcher 5 km ou courir 5 km, c'est la même dépense énergétique. Les gens ne réalisent pas, hein? Là, je sais qu'il y en a, ça va tilter dans leur cerveau. Là. Il y en a qui vont m'appeler pour m'insulter. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Non, non. 5 km, mon Alphonse, c'est une charge de travail. Que tu la cours ou que tu la marches, c'est la même dépense énergétique à 50 calories près. Donc, va marcher. Tu commences par 1 kilomètre, marche 1 kilomètre. Et en plus, tu vas brûler du gras. Si tu es trop con et tu commences par courir, tu vas vider tes réserves de glucides, tu vas arriver chez vous épuisé, tu vas vouloir manger les murs parce que tu es affamé, tandis que là, ton corps ne subira pas de stress. Il va dire, mon Jean-Guy, que tu es faim. Là, je peux aller puiser dans tes réserves de dodus, de lipides, et envoyer ça en production d'énergie, et donc tu vas maigrir. Tout le monde pense que le corps change parce qu'on le bat ou on l'épuise. C'est pas vrai. Tu dois le placer dans des conditions idéales au niveau métabolique et là, il va répondre. Mais ça, ces conneries-là, ça remonte à loin. Là. Moi, quand j'ai commencé mes études dans les années 80 en physiologie, ben, on nous parlait d'affaires qui remontaient aux années 60. Des conneries de haute intensité et tout ça. J'ai rien contre ça, là, mais pas tout le temps. Tu ne t'entraînes pas tout le temps à haute intensité. Et c'est encore ça aujourd'hui. Moi, je suis rendu en 2026 avec des concepts physiologiques incroyables qui ont évolué. Et les entraîneurs médiocres parlent encore de ces vieux concepts. Non, non, mais c'est triste. Tu comprends pourquoi je veux me pendre et que je ne veux plus en faire de podcast? Hein? Non, non, non. Non, mais tu disais tout à l'heure que y en a beaucoup qui pensent qu'en s'épuisant ou en mangeant moins, on va maigrir. Il y a aussi ça. Alors, Ben oui. il y a le sportif qui doit apporter suffisamment d'énergie à son corps pour que son corps puisse produire de l'énergie. Mais si on n'en apporte pas assez, si on se prive ou si on mange moins, ça a tout l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on rajoute du stress sur son métabolisme et donc ça engendre encore plus de dépenses énergétiques et ça a l'effet inverse à celui qui est escompté, on est d'accord? Ben oui, parce que le moyen de survie, c'est de stocker du gras. Donc, tu as des gens qui se mettent à la diète et qui s'entraînent plus, qui n'arrivent pas à maigrir. Ben, c'est normal. Voyons, Charlotte, tu es en train de t'épuiser à l'entraînement, puis tu manges presque pas. Tu as besoin de 1500 calories par jour, tu en bouffes 800. Bravo. Denis, je suis épuisé. On dirait que je vais perdre connaissance. Ouais, mais mange plus. Oui, mais je veux maigrir. Non, mais ferme ta gueule, tu fais ce que je te Mange dis. plus. Mange plus, entraîne-toi moins. Et c'est ce qui surprend mes gens dans mon programme Maigrir intelligemment. C'est, Denis, j'ai passé 20 ans à m'entraîner en imbécile, à m'épuiser, à ne pas manger. Et là, je mange plus, je m'entraîne moins et je maigris. Je sais que c'est paradoxal. Pour les gens, c'est paradoxal parce que les croyances populaires ont tourné alentour de l'épuisement, de la privation de nourriture. Mais quand j'observe ça, moi, sur le plan physiologique, ce que je vous raconte, c'est la réalité physiologique. On parle de l'entraînement à jeun, Denis? Ah non! Tu veux vraiment me faire souffrir. Tu connais des gens qui s'entraînent à jeun? Non, je ne donnerai pas de nom, Denis, parce qu'à chaque fois que que j'entends ça, je leur dis, écoute, cherche un podcast de Denis Boucher. Ah! OK. Levez la main, là, tous ceux qui s'entraînent à jeun. Vous êtes des imbéciles. Je vous explique une base bien simple. Moi, je vais les appeler des ticounes. Des ticounes, ça ne te dit rien en France. Hein? C'est que nous, on avait une émission à Québec. OK? Ça parlait dans l'ancien temps au Québec, dans les années 1800 à peu près, au début du siècle, 1900.
OK? Puis les gens vivaient sur des fermes. Puis tu avais l'handicapé mental qui était dans l'émission, puis il l'appelait Ticoun. Ok. Et nous autres, c'est resté dans la culture populaire, quelqu'un de pas très intelligent. Fait qu'on on les appelait Ticoun. Donc, c'est pour ça que je vous insulte et je vous appelle des Ticouns. Votre corps a besoin d'énergie pour fonctionner. Votre corps a besoin d'énergie pour répondre à la stimulation qu'est l'exercice, pour s'adapter ensuite. Mais tout ça se fait en présence d'énergie. Alors, toi, ta meilleure idée dans la vie, c'est de partir d'aller courir 10 km à jeun, pensant que tu vas maigrir plus. Non, tu deviens plus con à chaque kilomètre que tu cours. Parce que tu vides des réserves énergétiques que tu n'as presque plus, tu vides ta batterie. Tu penses que tu vas obtenir de meilleurs résultats. Tu arrives chez vous, tu es fier de toi. Regarde-moi comment je suis hot. Je suis à moitié mort, je suis épuisé, j'ai mal partout, mais j'ai couru à jeun. Non, mais tu veux des résultats ou faire des conneries? Ton corps a besoin d'énergie. Si tu dépenses 3500 calories dans une journée, parce que tu t'entraînes, tu dois manger 3500 calories. Et tu ne dois jamais rien faire à jeun, à l'entraînement. Mais pourquoi? Parce que tu nous as expliqué qu'on a besoin d'énergie. OK. Pourquoi, au réveil, on ne peut pas avaler un verre d'eau et puis aller courir? Quel est l'impact physiologique sur le corps? Fatigue. Fatigue. Si tu manques d'énergie, tu te lèves. Je te donne un exemple. Tu as décidé de faire les conneries de jeûne intermittent. Là. Tu t'as dit, je vais faire le 18 quelque chose. Tu es 18 heures sans manger. Tu te lèves le matin. Tu vas courir. Finalement, ça va être 20 heures sans manger. Mais ton corps, lui, va se fatiguer pour l'intensité de l'effort que tu vas faire. Il va se fatiguer plus vite. Tu vas vider des réserves énergétiques que tu aurais pu conserver pour l'adaptation et pour l'efficacité. Donc, tu crées un stress physiologique à ton corps supplémentaire dans l'espoir qu'il va répondre mieux. Quand je dis stress physiologique, il y a une différence entre stress physiologique et stimulation. Moi, je veux que les gens stimulent leur corps, je veux que mes clients stimulent leur corps et ne lui occasionne aucun stress physiologique. Un stress, c'est une incapacité de s'adapter. Merci. On a parlé de l'alimentation et de l'énergie et autres. On peut parler aussi rapidement de l'hydratation parce que dans l'eau, il n'y a pas d'énergie. Malgré tout, notre corps en a besoin. Toutes les réactions physiologiques du corps humain s'effectuent dans l'eau. Si vous êtes déshydraté, ben, vos organes vont devenir défaillants. Le foie va moins bien fonctionner, les reins vont moins bien fonctionner, votre cœur va moins bien fonctionner, le courant électrique qui s'en va à vos muscles pour la contraction va être défaillant. Tout devient désorganisé. Et si vous êtes en déshydratation sérieuse, vous savez que vous pouvez en mourir. Pas compliqué. Donc, c'est 3 jours, vous êtes fini. Là. 3 jours pas d'eau, c'est bonsoir, il est parti. Bon, mais ça, c'est la théorie. Mais en réalité, quand on s'entraîne, au-delà d'avoir soif, qui n'est pas forcément le marqueur de la déshydratation, mais comment on arrive à quantifier ce qu'il faut boire ou pas? Et puis, attends, je t'emmène sur un terrain que tu vas aimer. On a parlé des biosenseurs, des montres connectées, etc. C'est un peu le fléau de notre siècle. Mais il y a aussi toute la partie sur l'hydratation. Vous buvez de l'eau qui désaltère, c'est une chose, mais pas que de l'eau. On rajoute des électrolytes, on rajoute de l'isotonique, on rajoute tout ça. Comment, quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas, quand on n'est pas accompagné et qu'on découvre, qu'on t'écoute pour la première fois sur le podcast, quelle orientation tu peux donner? Si tu commences, si tu fais de l'exercice en bas de 50 minutes, tu ne seras jamais déshydraté. Si tu commences à faire du plus longue distance, ben, si tu veux savoir la mesure de, par exemple, je vais courir 10 km, ben, je me lève le matin, je me pèse nu, je vais courir mon 10 km, je reviens. Si j'ai 1 kilo de moins, je sais que j'ai à peu près brûlé 1 litre d'eau. Donc, j'ai eu besoin d'1 litre d'eau en fonction de la température et de l'humidité. Tu comprends? Et... Attends, parce que là, tu es parti à jeun. Tu te lèves, tu prends ton petit déj, tu te pèses nu et après, tu vas courir. Oui, exactement. C'est très, très bon. Hermano, merci de me corriger. Et c'est la manière simple de le faire. Et quand tu arrives dans des longues distances, ben, il y a des chartes qui existent pour éventuellement calculer la perte de sodium et de potassium pour faire du remplacement d'électrolytes. OK.
Et c'est aussi simple. Donc, au fur et à mesure que tu n'as pas besoin de mettre ça en place au départ. Ce qui est vraiment important, c'est ton apport en calories, protéines, lipides, glucides, ton sommeil, ta gestion du stress, le temps, le volume, l'intensité de l'entraînement en fonction de tes objectifs et en fonction de tes capacités. Et plus tard, ben là, tu peux aller ajuster ça. Merci, Denis. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets que tu voulais voir? J'ai tapé un petit peu dans tous les sens, c'était un peu décousu, mais l'idée, c'était aussi de faire quelque chose d'assez général. Ouais, j'aimerais aborder la notion de fatigue. Je vais te donner une définition scientifique de la fatigue. Parce que si je te demande, Hermano, c'est quoi la fatigue, tu vas me décrire ce que tu ressens. Mais tu n'as pas vraiment une définition scientifique. Mais écoute bien la définition scientifique. La fatigue, c'est l'incapacité de maintenir un effort physique ou mental de même niveau. Si tu commences à courir et que tu pars à 15 km à l'heure, il n'y a pas grand chance que tu maintiennes 15 km à l'heure pendant 2 heures, à moins que tu sois un athlète d'élite. Donc, ta vitesse va dégrader. Dès le moment où tu n'es plus capable de maintenir ton 15 km à l'heure, dans cet exemple, tu es en situation de fatigue. Si tu comprends cette notion, tu cours un marathon et tu te laisses prendre. Tu dis, je vais le courir le plus vite possible. Et après 3 km, tu as commencé à ralentir, c'est que tu es déjà en train de te fatiguer. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas être épuisé, ça va être fini, ça ne sera pas long. Il faut que tu comprennes cette notion. Sur le plan mental, tu as beaucoup de demandes. Je vous l'ai dit, une demande mentale, c'est une dépense énergétique. Votre cerveau, c'est 20 à 30 de votre métabolisme. Si vous dépensez 2000 calories au repos, ben vous savez que vous n'êtes pas loin de 400 à 600 calories de dépense énergétique au niveau de votre cerveau. Mais si vous êtes toujours en train de vous inquiéter, votre travail, vous êtes en surcharge cognitive tout le temps, à un moment donné, vous allez être sur une tâche, vous allez vous déconcentrer facilement. Vous allez dire, oui, mais pourquoi? Ben, c'est parce que tu es épuisé, c'est la fatigue. Tu n'es pas capable de te concentrer. Avant, tu te concentrais pendant 15 minutes sur une tâche, tu es rendu à 10 minutes, tu es rendu à 2 minutes, puis tu cherches à l'éviter, tu es épuisé. Et cette notion doit être très importante parce que les gens, dès qu'ils ressentent de la fatigue, au lieu de se dire, je vais corriger le tir, je vais faire attention à moi, je vais ralentir, je vais être plus intelligent, je vais mieux gérer mon stress, je vais analyser les demandes cognitives qui m'épuisent. Non, ils essaient de pousser plus loin. Moi, ça ne peut pas m'arriver de fatiguer. Je suis tellement extraordinaire, je suis tellement hot, je suis tellement plus que moi-même que ça ne peut pas m'arriver la fatigue. Alors, ils poussent. Arrive un moment où dans leur vie, un matin, leur corps, qui leur a envoyé plein de signaux, dit « Jean-Guy, tu t'es comporté en crétin pendant des mois. Je t'ai averti. Tu n'as pas écouté. Tu as poussé encore plus. Ce matin, c'est le burn-out. Tu n'es plus capable. Je ne me lève plus. J'arrête cela. Et quand tu recommenceras à être intelligent, on va récupérer. » Et j'ai beaucoup de gens dans ces conditions qui me disent, quand ils viennent me voir, là, mais Denis, quand vais-je pouvoir revenir à ce que je faisais avant, comme j'étais avant? J'ai dit, la réponse est magnifique, ça n'arrivera jamais. Parce que tu viens de t'épuiser. Ta meilleure idée dans la vie, c'est de retourner à ce que tu faisais avant qui t'amenait à être épuisé. Dès que tu vas vouloir revenir à ça, ton corps, lui, il va t'arrêter. Ça va être fini. Tu ne seras plus capable. C'est la même chose dans le sport, c'est la même chose dans le travail. C'est un reflet du burn-out, c'est un reflet de la fatigue chronique. Tout ça, c'est le même principe. Mais comme on est dans un monde de performance où on croit qu'on doit toujours en faire plus et plus, on n'arrive jamais à comprendre qu'on a une limite et qu'on doit, dans toutes les conditions, respecter cette limite. Je suis poétique quand même. Hein? Ah, c'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Denis, il y a une question que je pose toujours à mes invités, et même si tu n'es pas triathlète, ou alors
Je n'étais pas au courant. Je vais te la poser quand même. Je termine toujours le podcast en demandant ton meilleur conseil pour devenir triathlète. Si ça te rend heureux, continue. Si tu t'inquiètes, tu t'épuises, fais autre chose. Merci. Où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on s'attache tes services si on veut aller plus loin? Ben, vous pouvez aller sur denisboucher.com pour mes services de base. Mais mon projet de retraite, je ne t'en ai pas parlé, Hermano, c'est que j'ai lancé ma maison d'édition et vous pouvez me retrouver sur denisboucherauteur.com où je publie de la fiction. Vous allez voir des vidéos, des courts podcasts, des histoires courtes. Donc, je me suis lancé là-dedans parce que mon premier livre, je l'ai écrit à 24 ans. Et je me suis dit il y a quelques années, hey, je vais me relancer dans le domaine. Et j'ai mis ça en branle. Écoute, tu sais ce qu'on devrait faire? J'aimerais bien faire gagner 2 livres de Denis Boucher. Un sur l'entraînement, Ouais. le sacro-saint courir plus lentement pour courir plus vite et plus longtemps. Et puis Ouais. peut-être un de tes bouquins de fiction. Si tu es d'accord, Ah oui, absolument, absolument. On proposera. Absolument. Je ferai tirer un de ma série Inspecteur paranormal où tout se passe au Québec. Donc, toutes les aventures de mon inspecteur paranormal se passent au Québec. Et le 7e tome, Sorcière, va sortir en juin. Donc, Ok. je pourrais faire parvenir Sorcière à ce moment-là. Ok. Écoute, faisons ça. S'il y a des auditrices et des auditeurs qui sont intéressés et qui veulent découvrir le docteur Denis Boucher autrement, eh ben, faites-nous un petit signe et puis on mettra un petit tirage au sort. Et puis. Puis en terminant, Mano, tous ceux qui m'ont détesté, écrivez-moi pas pour m'insulter, je ne vous lirai pas. Mais vous pouvez m'écrire moi, ça va me faire rire. Mais j'ose espérer que l'audience qui nous écoute et qui écoute le podcast Devenir triathlète depuis plus de 6 ans comprend justement ce dont on a parlé aujourd'hui et ne fait pas toutes ces erreurs dont on a parlé. Anyway, Denis, c'était encore un vrai plaisir d'échanger avec toi, comme toujours. Plaisir partagé. On a commencé à échanger sur Nipsport, on a continué sur Place au Sport, on a encore continué sur le podcast de Nakan. On a échangé aussi avec Bertrand Soulier dans Kilomètre 42. On en a fait des podcasts. Que de bons souvenirs. C'était que des bons moments. Je te remercie encore. Continue. Et puis, pour ceux qui n'ont pas forcément regardé sur YouTube la vidéo ou qui ne l'auront pas forcément compris, Monsieur Denis Boucher a quand même 62 ans et il a une patate. Ça fait 12 ans qu'on se connaît. Je n'ai pas l'impression que tu vieillis, Denis. Merci, Hermano. Tu mens très bien. Bon, écoute, je te souhaite une très bonne continuation et puis on se tient au courant pour de prochains épisodes. S'il y a des auditrices et des auditeurs qui ont des sujets qu'ils veulent approfondir, n'hésitez pas à nous le dire et on se fera un plaisir de faire des petits compléments. Magnifique, je vais être là. Merci Denis, ciao. Merci tout le monde, bye. Yeah. Yeah.